Merci à tous d'être présents. C'est vraiment un plaisir d'être ici. Et en fait, aussi peut-être juste pour clarifier, je ne prétends pas que ma présentation a l'intention d'offrir un parcours exhaustif des enjeux éthiques que les données massives et les nouvelles technologies d'information nous posent pour la recherche en santé, pour la recherche aussi en général et pour la vie en général. Mais ce que je présente ici, ce sont en fait certains enjeux qui ont été soulevés pour moi, tout particulièrement, en particulier à cause du parcours que j'ai en sciences sociales, pensée sociale et politique. Et comme le disait Geneviève, je me suis beaucoup intéressée à des questions épistémologiques aussi. Comment est-ce qu'on acquiert du savoir et en fait, quels sont les enjeux, plutôt quels sont les effets de nos appareillages conceptuels, des outils qu'on utilise pour développer des connaissances, quelles sont les conséquences réelles là, que ces outils-là vont avoir et donc les enjeux éthiques que des questions épistémologiques peuvent avoir. La santé, en fait, a toujours été un sujet qui était très discuté chez moi. Mon père est médecin, ma mère est infirmière, donc très jeune, en fait, même si mon parcours est plus en sciences sociales et en sciences politiques, je me suis toujours très intéressée à l'intersectionnalité des enjeux de santé, justice sociale, justice environnementale et donc avec les nouvelles technologies, c'est pas juste des enjeux par rapport à la recherche en santé que je vois, mais aussi c'est des enjeux de santé que les nouvelles technologies vont créer, qui peuvent être difficiles à comprendre ou à étudier justement à cause qui viennent créer des nouvelles dimensions de considération éthique et on n'a pas nécessairement encore ces balises-là ou ces outils-là pour être en mesure de faire de la recherche avec ces outils-là. Donc, plusieurs enjeux et plusieurs imbrications. Donc, sans plus tarder, je vais vous passer à la prochaine affiche. J'espère que ça fonctionne. Ça marche? Ça marche pas? Attends un peu. On va essayer. On essaie encore. Bon. Ah, peut-être maintenant. Je vais essayer. Ok, parfait, ça fonctionne. Je le tiens. Ok, bon. Alors, première diapo, bon, cette idée, le titre est originaire de ma présentation parlait seulement des mégadonnées, des données massives. J'aime en fait plus le terme données massives, donc c'est celui que j'utilise. Non, mais chacun son terme. Je pense que les deux veulent dire la même chose. J'inclus aussi les nouvelles technologies d'information parce que, comme on va le voir, en fait, données massives sont possibles à cause qu'on a les nouvelles technologies d'information et de communication et on en a besoin aussi pour être en mesure de savoir comment répondre à cette masse-là de données. Et avec la santé, eh bien, on se retrouve vraiment avec des enjeux de taille. Donc, je pense que vous en doutez un peu, il y a beaucoup de joie, d'engouement, de passion autour de toutes les possibilités que les nouvelles technologies et les données massives peuvent permettre pour la santé, pour la recherche en santé. Ici, j'ai juste fait une liste de quelques-uns de ces enjeux-là. Bon, par exemple, le fait que ça peut aider à prévenir des erreurs médicales, parce qu'on est capable d'accumuler un grand volume et un volume varié aussi d'informations sur une personne. On est capable de vraiment développer une médecine personnalisée, qui était quelque chose qu'on n'était pas possible de faire auparavant. Les plateformes numériques permettent aussi de conserver les données, de partager les données en différents professionnels de la santé, prestataires de soins aussi, ce qui permet d'avoir accès à cette information-là, de la croiser, d'encore plus personnaliser la médecine. Avec les technologies, on a évidemment toutes sortes de nouvelles possibilités pour analyser, pour gérer ces grands volumes-là. Donc, on a des possibilités de connaissances qui étaient inconsidérables auparavant. Donc, d'autres choses qu'on va entendre aussi, ça va être la réduction du temps d'attente, des coûts, la possibilité aussi de démocratiser la santé, parce que les gens peuvent avoir eux-mêmes différents outils, différents appareils qui leur permettent de collecter leurs données et d'en apprendre sur leurs propres données et d'être très impliqués dans ce processus-là, dans le plan de santé. Donc, pour l'autogestion,
la participation, la grande participation des patients aussi, et ça permet évidemment aussi la médecine à distance. De l'autre côté, je répertorie quelques craintes, parce que, bon, quelques-unes, on va en parler beaucoup plus en détail, mais évidemment, quand on parle de numérisation des données et de la mise en place de plateformes numériques, en fait, pour conserver les données, partager les données, ça soulève toutes sortes d'enjeux pour la protection de ces données-là, la possibilité de pirater les plateformes aussi, quels sont les mécanismes de sécurité de ces différentes plateformes-là, à la vitesse de croissance des technologies aussi, c'est qu'on peut commencer à s'inquiéter, par exemple, de l'obsolescence rapide que certaines plateformes peuvent à laquelle certaines plateformes peuvent se confronter aussi. Par exemple, elles peuvent être sécuritaires en 2015, est-ce qu'elles le seront encore en 2018? Et donc, toute la dimension du piratage. Souvent, on va dire, bon, ces données-là, ce sont quand même des données qui ont été désidentifiées, qu'on a anonymisées en utilisant les processus adaptés, etc. Mais, encore une fois, avec l'avancement exponentiel des technologies, des mécanismes pour croiser les données, et pour analyser les données, c'est très, très facile de réidentifier les données. Donc, même ce concept-là ou cette pensée-là qu'on veut complètement désidentifier ou anonymiser les données, il faut un peu la mettre de côté, en fait. Donc, vraiment beaucoup d'enjeux pour la vie privée. Évidemment, ça pose aussi toutes sortes de questions, de craintes du côté de comment ces données-là vont être utilisées. Est-ce que ça va être utilisé, par exemple, pour faire du profilage ou pour faire de la discrimination? On va parler de données qui sont collectées au niveau individuel, mais en même temps, à cause du très grand volume de données qui est collecté, souvent, ça va nous dire des choses qui sont aussi pertinentes pour l'individu, mais beaucoup plus sur des groupes ou sur des communautés, en fait. Et ces communautés-là ou ces groupes-là, quels sont leurs mécanismes à eux de consentir ou de refuser, en fait, que ces données-là soient partagées. L'enjeu de la qualité des données aussi, comment est-ce que ces données-là sont collectées, en fait. C'est parce qu'on parle de très grands volumes de données, mais on n'est pas nécessairement certain sur des méthodes exactement, des modalités de collecte. Est-ce que c'était des échantillons représentatifs? Et donc, d'une part, on s'inquiète aussi tant de cette confiance-là aveugle, ou un peu aveuglée par l'engouement de toutes les possibilités que les nouvelles technologies d'information nous rendent possibles, les données massives. Et évidemment, la crainte qu'on se laisse un petit peu emporter dans du contrôle social. Et ma prochaine diapo est l'objectif de vous faire rire un peu, mais c'est un médecin qui dit à son patient, lorsque votre cholestérol est trop élevé, un senseur enverra un signal qui verrouillera automatiquement la porte de votre cuisine et activera votre tapis roulant. Et donc, pour moi, quand je parle des enjeux éthiques à la recherche, en fait, je les catégorise en 4 catégories, mais c'est assez difficile, en 4 groupes, mais c'est assez difficile de les séparer comme ça parce qu'elles viennent vraiment s'informer l'une et l'autre. Donc, épistémologique, je l'ai déjà dit, cette idée-là qu'elles viennent vraiment transformer la manière dont on acquiert des connaissances, dont on fait de la recherche, qui sont des changements très fondamentaux, mais ce que je tiens à souligner aussi, c'est que c'est pas tant que les autres modalités épistémologiques cessent d'exister, mais c'est qu'avec les données massives, on se retrouve avec tellement de données, tellement de possibilités, que ces possibilités-là viennent un peu saturer nos capacités et nos ressources, en fait. Donc, même si elles continuent d'exister, les autres possibilités épistémologiques, on se trouve quand même dans la situation où seulement gérer ou répondre aux données massives et ce que les nouvelles technologies d'information nous offrent, en fait, elles viennent vraiment comme saturer notre champ de recherche. Ontologique, parce que tous ces nouveaux
procédés-là viennent vraiment transformer la société, les individus, autant dans la conception de l'individu, conception de la santé, que dans l'idée qu'on a maintenant toutes sortes de nouveaux objets aussi avec lesquels on interagit au quotidien, qui viennent vraiment transformer notre réel, nos sociétés, qui nous sommes, l'être humain fondamentalement en fait. Après ça, j'ai dit pour l'éthique, parce qu'évidemment, dans un certain sens, l'éthique, elle a été institutionnalisée pour nous soutenir, pour soutenir la recherche. Hein. On a tous nos comités d'éthique. Ça a été un grand et très positif développement d'avoir constitué ça, d'avoir institutionnalisé les comités d'éthique pour vraiment soutenir différentes équipes de recherche, s'assurer qu'il y avait des gens qui étaient dévoués et qui allaient aider la recherche à s'assurer que les connaissances étaient acquises de manière éthique. Mais pour les comités d'éthique, en ce moment aussi, c'est vraiment un très grand défi d'être en mesure de répondre et de répondre aux nouveaux enjeux que les nouvelles technologies et les données massives vont apporter, parce que les cadres éthiques ou les balises éthiques qu'elles ont entre les mains, souvent ça va être justement des balises qui vont avoir été constituées avant que ces nouveaux enjeux-là commencent à émerger, avant que les nouvelles technologies existent. Et avec les nouvelles technologies, on voit vraiment une croissance exponentielle et ça devient difficile de leur répondre. Donc, non seulement les comités d'éthique en soi se retrouvent dans une situation où ils n'ont pas nécessairement suffisamment de ressources pour tenter de comprendre l'ensemble des nouveaux enjeux qui se posent à eux et de tenter aussi de développer très, très rapidement de nouveaux cadres, de nouvelles balises pour aider les gens qui voudraient faire de la recherche qui implique soit l'utilisation de nouvelles technologies, si on pense par exemple des gens qui voudraient faire des études avec des participants sur des forums en ligne ou vraiment en utilisant ces technologies-là, ou les données qui se retrouvent, qui ont été collectées en ligne. J'ai oublié mon idée par rapport à ça, mais j'y reviendrai. Et l'autre chose, c'est que dans des conférences, je me suis retrouvée avec des gens justement qui travaillent avec des comités éthiques dans les universités. La plupart, en fait, reconnaissent que les comités d'éthique tendent à être à peu près entre 10 et 15 ans derrière la technologie. Ce qui est vraiment très, très inquiétant quand on se dit que déjà, les technologies qui existaient en 2016, c'est pas les technologies qui existent en 2018. L'exponentielle va à ce point-là. Et des enjeux d'éthique, je pense que ça les regroupe tous ici, mais en fait, ces trois champs d'enjeux-là sont eux-mêmes des enjeux d'éthique. J'ai toujours beaucoup de diapos, et comme je disais à Geneviève, les diapos existent un petit peu comment je peux dire, par elles-mêmes. C'est toujours un outil que j'utilise pour organiser ma pensée, mais quand je commence à parler du sujet comme tel, parce que tout s'imbrique, je finis toujours par aborder un petit peu de toutes les choses qui se retrouvent dans l'ensemble de la présentation, mais en restant présent probablement à la diapo 1. Mais vous avez tous une copie, donc je vous invite vraiment à la regarder et à la lire, parce que ça m'arrive des fois de donner des présentations et les gens n'ont pas les copies. Je trouve ça un peu dommage parce que je me dis c'est comme une deuxième présentation des données. Alors, juste avant d'aller plus loin, je voudrais quand même mentionner brièvement, quand je parle de données massives, quand je parle de nouvelles technologies d'information, c'est quoi les grands thèmes auxquels je me réfère. Donc, je disais que je ne crois pas qu'on peut parler de données massives seules. Hein. Il faut vraiment parler des technologies d'information et de communication parce que ce sont elles qui ont permis, en fait, d'accumuler autant de données. Elles nous permettent aussi de les conserver. Donc, on va parler, par exemple, des plateformes numériques, je l'ai dit plus tôt, cette idée-là de pouvoir partager des données, d'ouvrir
plateformes de données aussi, de permettre justement à d'autres entités ou d'autres chercheurs d'avoir accès à nos propres données, donc ce partage-là des données. Le concept de data mining aussi, de dévouer des processus ou des algorithmes ou des outils technologiques, en fait, que leur travail, ça va être d'aller accumuler, d'aller chercher, d'aller créer des données. Le machine learning, les algorithmes et l'intelligence artificielle. Donc, quand je parlais un petit peu plus tôt du fait que les enjeux éthiques pour l'éthique, pour la recherche augmente de manière exponentielle. En fait, en ce moment, ce qu'on voit aussi depuis 2-3 ans, c'est un engouement pour cette idée-là d'utiliser les algorithmes et l'intelligence artificielle, en fait, pour nous aider autant à répondre aux enjeux éthiques. Hein. On pourrait mettre mettre la responsabilité, pas la responsabilité, mais l'intelligence artificielle pourrait nous aider à essayer de comprendre quels sont un peu tous ces enjeux-là éthiques et comment leur répondre. Et pour la recherche aussi, évidemment, c'est juste pour commencer à analyser, à gérer, à concevoir, à interpréter et à visualiser les données. On va aussi créer des algorithmes, on va mettre en place, on va utiliser les nouvelles technologies d'information pour nous aider dans cette visualisation-là. Donc, enjeu épistémologique. Geneviève, 5 minutes, ok, c'est ça. C'est ce que je me disais. L'autre point sur lequel je voudrais mettre en phase aussi, c'est que pour données massives, je suis désolée, ma diapositive est en anglais seulement en ce moment, mais je voudrais seulement en parler un petit peu brièvement ici. Une des choses que j'ai mentionnées plutôt, c'est cette idée-là de la saturation du réel. En fait, je décortiquer ça un peu. Tant pour la recherche, le fait qu'avec les données massives, les nouvelles technologies de l'information, elles viennent avoir des effets épistémologiques, sur le type de recherche qu'on peut faire ou qu'on décide de faire, le type de connaissances qu'on va développer aussi en relation des données qu'ils vont avoir collectées et des types de données qu'ils vont avoir collectées, et le fait qu'on va utiliser aussi des technologies ou des algorithmes pour nous aider à les interpréter aussi. Donc, les 4 V ici, on a volume, donc grand volume de données, volume qu'on n'aurait jamais pu s'imaginer vraiment auparavant. Et cette idée-là de l'immortalisation aussi des données, dans un certain sens, même et en fait, on va nous en parler aussi tantôt de ces grands enjeux-là, mais cette idée-là, est-ce qu'on peut vraiment détruire même des données avec la digitalisation? Ça devient vraiment une vraie question, en fait. Est-ce que c'est même possible? Vélocité, donc ce rythme-là à laquelle les données peuvent être collectées et analysées très, très rapidement aussi. La variété, qui est un point important, donc la technologie nous permet de collecter des données sous différentes formes auxquelles on pensait pas nécessairement avant, des données très brutes, des données même en fait, on va collecter, avec les données massives, c'est qu'on collecte des données avant même d'avoir des questions. Hein. Donc, ça vient vraiment changer un peu cette orientation-là, plutôt qu'on a une question de recherche, après on va aller choisir quelles données on va aller collecter. Et les données massives, c'est cet engouement-là on va juste collecter des données, et après, il y a des questions qui vont émerger de ça, ou en fait, il y a des tendances qui vont émerger de ça. Cette idée-là, en fait, que les données vont parler d'elles-mêmes, qu'elles sont brutes, qu'elles sont neutres, qu'elles sont objectives. Hein. Ça aussi, on entend beaucoup cela dans le discours qui est fasciné, qui est joyeux des données massives, mais on tend à occulter un peu qu'est-ce qui se peut passer derrière, quels sont les processus qui ont mis en place, qui ont créé ces algorithmes-là, et du fait, en fait, que oui, c'est vrai qu'on a une très grande variété de données qui est collectée, mais il y en a quand même d'autres formes, d'autres types de données qui ne sont pas collectées.
l'autre chose, c'est que chaque donnée, en fait, est une organisation déjà du réel. Hein. C'est déjà une coupe dans le réel qui vient créer une césure à un certain endroit et pas à un autre aussi. Donc, déjà, la donnée de par elle-même est déjà un processus d'organisation qui est déjà impliqué un peu dans l'interprétation. Est-ce qu'il y a un autre point que je voulais dire sur variété tout de suite? Non, je reviendrai. Le dernier point, c'est véracité. Donc, je l'ai mentionné, cette qualité-là des données. Sur le fait que, en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de données qui sont collectées, mais bon, est-ce qu'on peut les utiliser finalement? Est-ce que ce sont des données de qualité? En fait, vous ne le voyez probablement pas, mais juste à droite, il y a une petite disquette qui dit que par année, aux États-Unis, il y a 3,1 milliards de dollars qui est dépensé juste pour répondre ou gérer cette mauvaise qualité-là des données. Donc, quand je parlais aussi de saturation du réel et d'un effet ontologique, c'est là aussi, c'est un peu ce point-là sur lequel je voulais parler, qu'on se retrouve vraiment en mode réponse, où on n'a pas nécessairement le temps ou même les ressources après de se dire est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on veut vivre, qu'on veut orienter les trajectoires de développement de nos sociétés. On se retrouve vraiment à juste répondre, à pelleter de la donnée et à répondre en fait à ces données-là qui peuvent être inexactes. Et donc, il me reste probablement une minute. On va se donner 5 minutes. 5 minutes? Je suis plus court. Et l'autre chose que je voulais dire aussi, c'est dans le milieu, juste en bas, on disait qu'en 2015, on calculait qu'il allait à peu près avoir 4,4 millions d'emplois qui étaient simplement dévoués à gérer les données massives. Là. Pas à utiliser là, les données massives, là, seulement à les gérer, à les organiser aussi. Donc, encore une fois, est-ce que ce sont les données massives, les nouvelles technologies qui nous aident ou est-ce que c'est l'inverse? Je vais peut-être juste aborder celle-là rapidement. Dans la littérature, en fait, il y a vraiment comme 5 grands thèmes qui ont été répertoriés par rapport aux enjeux éthiques que les nouvelles technologies et les données massives comprennent. Donc, je vais juste les aborder brièvement. J'en ai déjà un peu mentionné. Consentement informé, vie privée. Bon, celui-là, je pense que est assez clair pour tout le monde. Propriété aussi, cette idée-là que chaque personne, on devient des data subjects, hein, des sujets de données. Dans la littérature, on voit aussi l'émergence du concept de prosumption, qui est une combinaison de consumption, consommation, et production. Donc, on est toujours dans un mode où à la fois on consomme des nouvelles technologies, mais on produit de la donnée aussi à mesure qu'on interagit avec elle. Le grand schisme, c'est cette idée un peu que les nouvelles technologies d'information, on voit une structuration en termes de rapport de pouvoir aussi qui va s'organiser, qui est à la tête ou qui contrôle un peu comment les données sont collectées, quel type de données sont collectées et à qui sont les données versus les autres. Et ce que j'ai inclus aussi dans le grand schisme, c'est l'idée que maintenant, au quotidien, on se retrouve à utiliser des nouvelles technologies d'information, mais en fait, on est très peu, la plupart des connaissances moyennes de la société civile, des chercheurs et des comités d'éthique concernant la technologie, concernant l'informatique et la programmation de tous ces outils-là, demeure franchement limitée. Et c'est quand même très, très inquiétant et comme problème de société, comme question de société, personnellement, je m'en viens à dire que ça doit faire partie de un peu
de l'éducation citoyenne, de l'éducation civile, d'être en mesure de comprendre qu'est-ce que c'est que ces outils-là, parce que franchement, on les utilise au quotidien, ils sont complètement imbriqués en nous. Et je reviens à consentement très, très rapidement. Plusieurs enjeux dans le consentement. Le premier, c'est qu'avec les données massives, en fait, cette notion-là même de consentement informé cesse de faire du sens. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que sont les questions. On collecte des données. En fait, on ne sait même pas vraiment qu'est-ce qui est collecté à cause de ces peu de connaissances-là que la plupart des gens ont sur leurs données. Donc, même si on essayait même lorsqu'on essaie de procéder avec une pratique du consentement informé, c'est très difficile de le faire parce que c'est très difficile de concevoir qu'est-ce qui est possible de faire avec les données. Et ça, je dirais que tout le monde est impliqué là-dedans, même les gens qui travaillent de très près avec les outils, avec les technologies. Pour l'éthique, personnellement aussi, encore, je trouve que c'est très inquiétant parce que ça vient un peu, comment je peux dire, faire plonger dans un non-sens le concept même d'éthique et de consentement. Parce qu'au quotidien, je suis sûre que la plupart d'entre vous, vous utilisez vous téléchargez peut-être sur vos téléphones, ou dans votre vie personnelle, ou peut-être même dans nos vies professionnelles. On se retrouve à utiliser des technologies où pour les utiliser, il faut signer un formulaire de consentement, qui généralement est très long. Je pense que je parle un petit peu pour tout le monde en disant ainsi que la plupart d'entre nous, on doit peut-être les passer très rapidement, les survoler ou pas du tout. Hein? En fait, non seulement c'est évident que la plupart des gens le font, mais si on faisait l'exercice de vraiment, en fait, lire en détail chacun de ces formulaires-là de consentement ou ces politiques-là d'utilisation, déjà, est-ce qu'on les comprendrait? Quel est notre recours, en fait, pour essayer d'avoir une personne qui pourrait nous accompagner dans la compréhension-là de ces documents-là et quelle sorte de temps est-ce qu'on parle aussi. Et le dernier point que je veux dire par rapport à ça, c'est que de refuser et même pas nécessairement une option parce que le refus est aussi refuser, par exemple, de faire partie de la société civile. Et dans certains cas, bien, le refus peut avoir des conséquences très négatives aussi sur la personne, sa possibilité d'avoir accès à des services, sa possibilité d'être même considéré. Et donc, je pense que je vais... en fait, je vais peut-être juste terminer sur ma dernière slide. J'ai des belles citations aussi, là. N'hésitez pas à en faire une conclusion. La dernière slide, en fait, que la diapositive que j'apporte, c'est des principes éthiques que je trouve inspirants, en fait, avec lesquels travailler au quotidien, parce que avec les nouvelles technologies, avec les données massives, souvent, je l'ai mentionné, on se retrouve dans une situation de réponse, mais de réaction aussi, où on a l'impression de toujours courir derrière elle et ça ne nous donne pas beaucoup le temps de pouvoir s'arrêter et de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, et est-ce qu'il y a d'autres possibilités de réponse? Est-ce que c'est notre seule possibilité, en fait? Donc, ces 4 grands principes-là, je les trouve utiles, et des fois, je me dis, ce serait comme pratique pour chaque personne d'avoir ces principes-là affichés quelque part devant eux, de pouvoir un peu se les rappeler. Donc, le premier, c'est cette idée-là que la communication est centrale à toute pratique scientifique qui utilise les données massives. Là, dans ce principe-là, ce que j'inclus aussi, c'est autant pour
pour les chercheurs eux-mêmes, là, de prendre le temps d'avoir ces conversations-là aussi par rapport à tous les enjeux que les données massives peuvent soulever. Parce que oui, c'est vrai qu'il y a toutes sortes de possibilités, mais à partir que en santé, c'est vrai, les enjeux sont très urgents, mais à partir du moment où on entre, on ne ressort pas par la même porte. Tu sais, on entre et on continue d'avancer. Il y a toutes sortes de possibilités, mais on continue quand même d'avancer de ce point-là. Et souvent, en ce moment aussi, je pense que tout le monde a cette expérience-là, un peu la recherche, on est quand même dans une économie du savoir, là, donc la production de savoir, c'est une mouvance qui est très importante, donc on se retrouve tous un petit peu dans la même situation où il y a comme un peu l'injonction de produire des connaissances, de produire du savoir. On reçoit, par exemple, on va travailler sur un projet, on va recevoir une subvention. Dès que cette subvention-là est terminée, il faut travailler déjà à la prochaine et continuer la recherche. Donc, l'idée de pouvoir prendre du temps ou de travailler avec nos comités d'éthique aussi pour vraiment considérer tous les enjeux. C'est important, donc je suis encore au point 1, il me reste probablement moins de 4 minutes en ce moment. Donc, un processus collectif, l'idée c'est que les comités d'éthique ne doivent pas être seuls à penser, à voir, à répondre à ces questions-là. Donc, c'est vraiment, tout le monde doit être impliqué dans ce processus-là, autant pour aider à l'éducation, mais aussi pour essayer de voir comment répondre. Les données sont toujours un point de départ et jamais une réponse en soi, donc je l'aborde un petit peu, là, mais cette idée-là que les données, il n'y a pas de données brutes ou les données massives, ce ne sont pas toutes les données, non. J'en ai beaucoup, mais c'est certains types de données. Et les données sont des ensembles d'histoires aussi, donc elles font toujours partie déjà d'un processus d'interprétation. Je m'explique ici. Merci de votre On va maintenant laisser la parole à Mme Saint-Sauveur qui va nous parler un peu de son expérience terrain par rapport à ce grand sujet, je pense. J'imagine qu'il faut que je fasse ça un peu plus court. On a jusqu'à écart, là, vous avez du temps. OK, parfait. Bon, j'ai plein de choses à dire. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Effectivement, moi, je le vois sous un angle un peu... on revient au même, mais en même temps différent parce que nous, on est terrain. Je le vois recherche, mais je le vois au-delà de la recherche encore. C'est sûr qu'aux archives, on est confronté à ça, à ces enjeux-là. Entre autres, si je pense à tout ce que vous parliez de consentement, nous, on parle du consentement, vous dites informé, on parle de consentement éclairé. Qui veut dire à peu près la même chose. Donc, où nos patients actuellement, que ce soit pour de la recherche, que ce soit pour autre chose, pour des compagnies d'assurance, vont signer des consentements, ont un peu pas le choix, comme vous disiez tantôt, hein, parce que sinon, tu n'auras pas le service. Donc, tu vas signer ça, tu ne sais pas trop ce que tu signes et c'est très, très large et ça donne accès à beaucoup de choses. Fait que ça, c'est des gros enjeux. Je dirais qu'au niveau des archives, au niveau des assureurs, on a cette inquiétude-là. Quand je regardais votre présentation, je trouvais ça encore plus épeurant. On le sait, mais là, c'est écrit, clairement. Donc, effectivement, de dire, écoute, est-ce que je pourrais avoir participé à une recherche, avoir donné de l'information, que ce soit sur mon téléphone, tout ça, qui deviendra accessible éventuellement à une compagnie d'assurance qui ne m'assurerait plus. Juste là, on voit des enjeux qui nous inquiètent. Aux archives, il va y arriver qu'on va avoir des archivistes qui voient quelque chose d'aberrant ou sur un consentement qu'on reçoit qui est vraiment inquiétant, ou on va communiquer avec la personne pour dire est-ce que vous êtes bien consciente sur quoi vous allez donner accès. Mais en même temps, il n'y a pas beaucoup ce temps-là. Donc ça, c'est un enjeu. S'il y avait plus de temps, on aurait plus, on pourrait plus les accompagner. D'un autre côté, quand on le faisait, ça arrivait que des gens ont retiré le consentement et ont fait « Oh, je ne le savais pas ». D'un autre côté, il y a la responsabilité de la personne aussi qui signe.
Donc, on est toujours dans cette dualité-là où avec le temps, avec la responsabilité, mais comme tout le monde, on signe des choses, puis c'est très long, puis on veut le service, on va signer, OK, j'accepte, puis finalement, ça ouvre, puis on ne sait pas des fois où ça ouvre. Donc, ça, c'est un des enjeux, c'est une des inquiétudes que nous autres, on a tout le temps. Puis, c'est sûr que plus en plus l'information est disponible. Hein? On pense au dossier de santé du Québec. Maintenant, c'est les carnets de santé du Québec où on ouvre, puis c'est magique. Hein? On s'en va dans le bureau de notre médecin, on a l'information. Donc, un peu comme vous disiez tantôt, l'information est là, juste à temps. On va avoir un meilleur service, des meilleurs soins pour tout ça. Mais c'est quoi qu'on a ouvert en arrière? C'est sûr, si on pense au DSQ, Dossier de santé du Québec, il y a quand même une loi derrière qui régit tout ça, heureusement. Mais combien il y en a, là, toutes sortes de petites bulles comme ça qu'on a créées, puis qui n'est pas régie nécessairement par une loi, puis qui ouvre la porte. Un des enjeux aussi, c'est d'avoir du temps de faire des contrôles d'accès. Donc, les contrôles d'accès de la journalisation, tout ça. Donc, on en fait. Si on pense aux archives, on en fait pour certaines choses. Jamais suffisamment, c'est sûr, parce que c'est exponentiel maintenant, l'accès. Nos dossiers sont informatisés, sont numérisés. Donc, d'aller voir, de faire des croisements, qui est allé voir quoi. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir encore davantage travailler, davantage mettre en avant. Mais c'est toujours encore le manque de temps, le manque de ressources qui nous empêche de le faire. Mais il va falloir travailler davantage là-dessus. On arrive à la même un peu conclusion de dualité, hein? Faire avancer la recherche, avoir un bon service, puis tout ça, aider le médecin, aider tout le monde. Puis de l'autre côté, comment les données vont être utilisées, puis on peut avoir des personnes malveillantes, il y a des risques de dérapage, clairement. Fait que c'est ça qui est vraiment inquiétant. C'est quoi nos solutions? Hein? C'est sûr, je pense que ça va avec l'éducation, on va dans la même lignée. Moi, je dirais éduquer la population, premièrement. Je pense que c'est commencé dans les médias, on le dit, il y a des premières pages de journaux présentement là-dessus. Mais je pense qu'il va falloir aller encore au-delà de ça. Tout le monde se sensibiliser à lire qu'est-ce qu'on signe. Parce que même, je me retrouve être coordonnatrice d'archives, responsable de la protection des renseignements personnels, puis moi aussi, je clique des petits OK des fois en lisant une diagonale. L'obligation des consentements éclairés, plus d'audits, plus de journalisation, comme je disais. Puis, au niveau de la recherche, je pense que je me pose la question, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir plus de gens informés ou justement d'archivistes qui vont aller regarder, sans regarder des fois tout le protocole, mais regarder ce côté-là en arrière de confidentialité, de comment les données vont être conservées, etc. Peut-être encore plus pointu, peut-être des liens avec les services informatiques. Je donne un exemple. Dernièrement, ça m'est arrivé par la bande, donc une recherche ici, un chercheur qui est allé, qui avait besoin d'une plateforme et qui est allé en parler à l'informatique. L'informatique a dit, je trouve ça bizarre, mais n'avait pas, lui, ce lien-là nécessairement avec le consentement, avec le protocole. Donc, il se fie à ce que le chercheur dit. Me téléphone, moi, en disant, trouves-tu que ça a du sens? Il me semble que ça m'inquiète. Et moi qui ai plus de connaissances de comité d'éthique, même si je ne suis pas, j'ai communiqué avec le comité d'éthique, on a déterminé que c'est vrai que ça n'avait pas de sens. Donc, le chercheur était parti, pas nécessairement avec une mauvaise intention, pas du tout, mais était parti avec son besoin à lui et on s'en allait pas du tout vers quelque chose qui était sécuritaire. Donc, comment on met ça en place pour s'assurer qu'il n'y a pas de dérapage? Je pense que ça, c'est des choses qu'il va falloir qu'ils soient regardées dans toutes les organisations. Donc, je finirai là-dessus, mais c'est ça. C'est des belles avancées, mais quand tu commences à regarder, ça donne un vertige. C'est vraiment... Merci, Mme Saint-Sauveur.